Bonjour et bienvenue dans Parenthèse, un podcast au service de la compréhension personnelle et familiale en toute légèreté. Je suis Coralie Breton, sophrologue spécialisée en enfance et auteure de jeux et de contenus à destination des parents et des enfants. Alors aujourd'hui, c'est un épisode qui vous permettra d'identifier l'hypersensibilité de votre enfant et pouvoir aussi trouver des solutions concrètes pour pouvoir l'accompagner dans son quotidien. Ou alors pour vous peut-être c'est simplement l'idée de comprendre le fonctionnement de ces personnes. Alors, ce sujet d'hypersensibilité, pour le coup, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je suis moi-même hypersensible. Mais aujourd'hui, c'est l'hypersensibilité de l'enfant que j'aimerais aborder de manière un peu plus précise. Il faut savoir que c'est un trait de caractère qui est représenté par 20% de la population. Et ça peut se traduire soit au niveau des sens, donc on parle d'hyperesthésie, ou alors ça peut se traduire au niveau des émotions, donc plutôt une hyperémotivité. Alors, comment savoir concrètement si votre enfant est hypersensible? Alors, il peut avoir plusieurs signes qui peuvent vous le montrer. Ça peut être aussi bien des crises de colère ou de pleurs qui peuvent être parfois un peu disproportionnées par rapport à une situation. Donc là, c'est vraiment à mettre entre parenthèses et entre guillemets ce que je viens de dire parce que c'est toujours relatif, hein, la situation est propre à chacun, mais pour le coup, là, on est vraiment dans des crises excessives. Ça peut être aussi une sensibilité au bruit, à la lumière, à la foule, aux odeurs, ou peut-être à des textures, et qui peuvent provoquer vraiment des réactions très très vives. Donc ça peut être aussi pour l'enfant des difficultés à s'adapter au changement, aux nouvelles habitudes qui peuvent provoquer peut-être une déstabilisation chez lui. Ça peut être aussi un enfant qui a vraiment besoin d'être au calme. On sent que c'est presque un besoin vital. Euh, il peut avoir aussi, peut-être vous avez remarqué, une capacité en fait d'écoute et d'empathie qui est extrêmement développée chez ces enfants. Et on a même l'impression parfois d'être face à des petits adultes, tellement c'est prononcé. Voilà, donc ça c'est une liste, on va dire, non exhaustive parce que chaque enfant va vivre son hypersensibilité à sa manière. Et là, pourquoi je vous ai dit ça, c'est plus pour que vous aider un petit peu dans le quotidien à repérer ces comportements, mais il ne faut pas chercher à tout prix à cocher toutes les cases ou à vous focaliser sur des comportements. C'est pas parce que votre enfant a tel ou tel comportement que forcément il est hypersensible. C'est un ensemble de choses aussi qui peuvent vous le faire dire. Et il faut savoir quand même qu'il y a aussi une part génétique, donc si votre enfant est hypersensible, il y a de fortes chances pour que vous ou l'autre parent le soit aussi. Donc là, c'est vrai que c'est à titre d'information que je vous partage tout cela. Et si ça vous interroge vraiment profondément et peut-être même ça vous déstabilise, ce que je peux comprendre, et bien en fait vous pouvez aussi me contacter et puis on pourra échanger à ce sujet de manière un petit peu plus approfondie. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous apporter un peu de théorie quand même au sujet de l'hypersensibilité pour comprendre vraiment de quoi ça relève. Il y a des études en fait scientifiques qui ont été menées. Donc là, je vais prendre par exemple celle de Bianca Acevedo qui est en 2014 a montré qu'au niveau du cerveau, il y a vraiment des variations génétiques qui relèvent de réelles différences pour une personne hypersensible. Donc là, je vais simplement citer un exemple pour que vous compreniez. Au niveau de la sérotonine, donc, qui est un neurotransmetteur qui va stabiliser l'humeur des personnes, et bien en fait, ces personnes hypersensibles, euh, chez ces personnes, la sérotonine va être liée à un transporteur. Et en fait, ça va permettre d'évacuer cette molécule. Et chez une personne hypersensible, elle va vraiment s'évacuer tellement bien qu'en fait, ça va provoquer chez elle des changements d'humeur et des émotions très variables sur un court laps de temps. Donc, en fait, pourquoi je vous parle de ça, c'est pas pour vous faire un cours magistral, mais c'est simplement pour comprendre qu'il y a vraiment des explications physiologiques qui sont maintenant là pour appuyer et comprendre ce fonctionnement. Donc, c'est pas simplement, on va dire, une mise en scène chez ces personnes. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui est avéré, qui est réel. Et du coup, ça peut se traduire aussi de plusieurs manières. Comme je le disais au début, ça peut être aussi bien des caractéristiques au niveau des sens. Donc là,
ça va être au niveau de l'ouïe par exemple, ça va être la capacité à capter absolument tout ce qui se passe autour de soi. Donc là, même l'enfant, il va pouvoir peut-être même capter plusieurs sons en même temps, plusieurs conversations. Peut-être que ça peut être des enfants qui ont toujours une oreille qui se balade alors qu'ils sont en train de faire autre chose et d'écouter même quelqu'un ou quelque chose. C'est vraiment cette capacité à pouvoir relever, avoir une sensibilité particulière au son, à la musique aussi. Et ça peut faire des enfants aussi qui ont vraiment, qu'on peut qualifier, on va dire, de talentueux au niveau même de la musique. Ça, c'est le côté vraiment positif. Après, ça peut avoir un côté négatif aussi, c'est que en fait, ces enfants-là qui ont cette capacité au niveau des sons avec cette hypersensibilité, ça va les gêner et ça peut troubler leur concentration parce que du coup, forcément, s'ils captent tout, c'est difficile de rester focalisé sur quelque chose. Et aussi, ça peut rapidement les incommoder. Voilà, s'il y a trop de bruit, des lieux vraiment avec un fond sonore qui est quand même assez fort, ça peut vraiment les incommoder et ça peut donc donner lieu à des crises. Après, il s'agit de repérer aussi ce genre de situation à vous en tant que parent. Mais bon, ça, on y reviendra. Du coup, donc après aussi au niveau des caractéristiques de l'hyperesthésie, ça peut se passer via la vue. Donc la vue, ça va être venir aussi enregistrer tous les détails au niveau visuel dans son environnement. Et ça peut créer du coup pour l'enfant une hypervigilance. Donc ça va être vraiment de repérer le petit détail, de repérer absolument tout ce que les autres ne voient pas forcément. Et on est parfois surpris aussi de la capacité de mémorisation, mais parce qu'en fait c'est cette hypersensibilité-là qui s'est activée, c'est un peu le super pouvoir. Enfin moi je le vois comme ça maintenant. Et en fait du coup du côté négatif au niveau de l'hypersensibilité de la vue, ça peut être des enfants aussi qui sont très gênés par des luminosités qui sont excessives ou très fortes au niveau naturel ou artificiel. Et comme je le disais, du coup, cette hypersensibilité au niveau de la vue, ça va créer une hypervigilance. Donc ça peut quand même générer pas mal de stress pour l'enfant. Donc là, il s'agit aussi de pouvoir le rassurer. Du coup, après, si on continue au niveau des sens, il peut y avoir cette hypersensibilité au niveau de l'odorat, du goût. Donc ça va être une finesse de perception olfactive, sentir peut-être des odeurs que les autres ne perçoivent pas, ne captent pas, mais parce que simplement c'est amplifié chez cet enfant. Il peut y avoir aussi également le toucher. Donc ça peut être de manière intense en fait qui vivent le toucher et ça donne soit des personnes aussi qui sont très tactiles ou au contraire des personnes qui vivent le toucher comme une agression. Parce que c'est tellement intense pour eux qu'en fait ça peut prendre des proportions aussi un petit peu importantes. Donc voilà maintenant comment du coup vous avez vu l'hyperesthésie. Donc là on va rentrer maintenant dans le sujet pour moi de prédilection, à savoir les émotions. Et on va parler de l'hyper-émotivité. Donc ça peut être perçu souvent comme un défaut, une contrainte, mais moi j'aimerais, en tout cas c'est mon intention aujourd'hui, c'est de pouvoir changer l'angle de vision et de le voir vraiment comme une force, comme quelque chose vraiment de fabuleux parce qu'en fait on vit les choses de manière intense. Donc c'est sûr que parfois on peut avoir plein d'émotions différentes qui arrivent en même temps et on ne peut pas forcément les nommer, les comprendre. Mais rassurez-vous, une émotion ne dure qu'une minute 30 au maximum. Donc ça va forcément finir par s'atténuer. Puis d'autant plus quand on arrive à les comprendre et les nommer. Donc chez une personne hypersensible, eh bien, la plupart du temps, et chez les enfants aussi, ça peut commencer vraiment très très jeune, souvent. Du coup, c'est que ces personnes vont faire les éponges émotionnelles. Donc là, ça va être très compliqué parce que du coup, on va se retrouver perdu entre nos émotions et celles des autres. Donc je vous laisse imaginer pour un enfant qui est en plein apprentissage au niveau de ses émotions, je vous laisse imaginer le bazar dans lequel il est et peut-être même la détresse parfois de ne pas savoir en fait, lui il se sent pas bien mais il sait pas, il n'arrive peut-être pas à prendre le recul nécessaire parce que c'est un enfant aussi
et sur est-ce que ces émotions m'appartiennent ou est-ce que c'est celles des autres. Donc c'est là où en fait là vous allez avoir un rôle crucial pour l'accompagner. Ça va vraiment être de pouvoir aussi éduquer au niveau de l'intelligence émotionnelle. Du coup, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que les informations émotionnelles, elles vont être traitées vraiment en profondeur par ces personnes et ces enfants. Et du coup, ça peut provoquer un repli sur soi. Parce qu'en fait, elles vivent tellement, elles prennent tellement tout avec cœur que du coup, ça fait que cette éponge, elle vient se remplir. Seulement, ce repli sur soi, il est vraiment nécessaire et même vital parce qu'en fait, ça permet de vider un peu l'éponge et de pouvoir se régénérer. Donc ça, c'est un côté aussi qui est très important de comprendre. C'est pas un enfant qui est associable, c'est simplement qu'il en a besoin pour pouvoir aussi être disponible à lui-même et aux autres. Et ce côté empathique aussi chez ces enfants va faire que rapidement ils vont revenir vers les autres parce que c'est aussi dans leur nature. Euh, Là je fais une généralité, hein, tous ne sont pas comme ça quand même. Mais voilà, toujours prendre avec du recul ce que je suis en train de dire. J'ai pas la vérité absolue, mais voilà, c'est pour vous amener un peu de compréhension. Donc là maintenant, j'aimerais vous parler solution. Parce que concrètement, ça va passer par le retour au corps et le fait d'apprendre à vivre les émotions. Donc comme je l'avais abordé pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour l'accompagner à notre enfant? Eh bien ça va être déjà lui laisser des instants de calme. Parce que comme je le disais là il y a quelques minutes, c'est vraiment bénéfique et même vital pour qu'il puisse être disponible et aussi qu'il puisse se régénérer. Du coup, vous, en tant que parent, comme je l'ai dit aussi un petit peu avant, ça va être de l'aider en repérant les éléments qui vont être déclencheurs et qui peuvent mener à une crise. Donc voilà, si maintenant vous captez quand il y a trop de bruit autour de lui, quand il y a trop de lumière, quand il y a trop de ceci ou de cela, du coup là après ça finit par la crise. Ok, vous le repérez, donc ça veut dire aussi mettre en place des choses. Ça peut être simplement amener un casque anti-bruit quand vous savez que vous allez dans une foule et que vous savez que votre enfant aussi il a besoin d'un moment de calme dans un moment de la soirée. Au moins là vous savez, vous avez des éléments concrets pour pouvoir l'aider à vivre cette hypersensibilité et au mieux en fait. Voilà. Donc après au niveau solution, ça peut être aussi de l'aider à développer sa créativité parce qu'en fait cette hypersensibilité elle va être fabuleuse dans le sens où comme il vit avec cœur tout ce qu'il peut rencontrer avec tous ses sens, là c'est l'aider avec des activités manuelles pour qu'il puisse vivre pleinement cette hypersensibilité et y trouver quelque part une transformation émotionnelle hyper bénéfique pour lui. Et ça peut peut-être même déclencher, sait-on jamais, vraiment des talents exceptionnels. Donc après, ça peut être, comme je le disais, anticipé. Mais là, ça va être aussi anticipé plutôt au niveau, on va dire, de la préparation au changement. Donc ça va être, si vous savez que dans les habitudes, il y a quelque chose qui va changer, ça va être lui en parler à l'avance, peut-être lui apporter des objets qui vont le réconforter, le sécuriser, pour pouvoir faciliter ces transitions. Et enfin, ça va être, et pas des moindres quand même, c'est l'aider à vivre ses émotions. Donc comme je le disais, ça va être pour vous d'interagir avec lui et pouvoir travailler sur l'intelligence émotionnelle. Donc c'est-à-dire l'aider à identifier ses émotions et vous en tant que parent d'accueillir ses émotions pleinement, sans jugement, en ayant une écoute vraiment active. Donc là, sur cette partie émotionnelle, c'est un gros morceau. Je suis sûre que vous êtes capable de le faire. Mais si vous avez aussi envie d'aller plus loin et d'être accompagné par rapport à tout ce que je viens de dire, voilà, sachez que moi je reste disponible pour vous. On peut se contacter pour un entretien, puis savoir aussi, parce qu'en fait moi j'ai créé un accompagnement émergence qui est vraiment spécifique pour les enfants qui peuvent avoir ce genre de besoins spécifiques. Voilà.
Alors, en attendant, j'espère que ce podcast vous aura apporté une compréhension. Moi, en tout cas, ça a été un plaisir de le faire. C'est quelque chose que je vais faire une fois par mois. Donc, n'hésitez pas aussi à me partager il y a des sujets dont vous avez envie que j'aborde. En attendant, je vous dis à très bientôt.